aujourd'hui spécial top flop, que des intégrales. J'en ai lu 5, ça fait quand même beaucoup de volumes lus, donc c'est parti. À la dernière place, Cardcaptor Sakura. Ça parle de quoi? C'est une jeune fille, la petite Sakura, qui est en CM2 et dans la bibliothèque de son père, elle découvre un livre. Et quand elle ouvre ce livre, il y a tout un tas de cartes qui jaillissent et qui s'envolent. Et va sortir un monstre fabuleux qui va lui dire que sa mission dorénavant, ça va être de récupérer les cartes magiques. Et donc on va suivre les aventures de la jeune Sakura qui va vouloir récupérer ces cartes. C'est du Magical Girl, c'est plutôt pour un public assez jeune. Vous avez des petites histoires mignonnes. Pour moi, ça tient davantage du slice of life, une jeune fille en CM2 qui vit sa vie et qui de temps en temps doit choper une carte plutôt que l'inverse. D'ailleurs, c'est bien un shoujo. C'est destiné à un public plus jeune puisque c'est très doux, c'est très gentil, c'est très bienveillant. Les méchants sont jamais vraiment trop méchants. Les adversaires, ils sont toujours gentil, c'est du bon sentiment, mais je dis ça comme si c'était négatif, mais pas du tout, parce que c'était quand même agréable ce moment de lecture à passer. On voit le scénario arriver à 3 km, on sait déjà du début à la fin ce qui va se passer puisque tout le monde il est gentil, mais je sais pas, j'ai bien aimé quand même. C'était la petite lecture détente du soir et j'ai bien aimé retrouver les petites aventures de la jeune Sakura. C'était mignon. J'ai bien aussi aimé le fait que les combats ne soient pas à rallonge. Je veux dire, il y a pas d'enjeu, faut pas trop réfléchir, c'est on suit la petite Sakura, elle est mignonne, elle a des petits costumes mignons, ses copains ils sont mignons, bref c'est chou. C'est quand même mieux que Sailor V. Sailor V là c'était vraiment d'un niais pas possible, là c'est vrai que c'est un peu niais mais c'est cute, vous voyez, c'est quand même kawaii. Donc non, j'ai bien aimé. L'esthétique de Clamp d'ailleurs me plaît beaucoup et je dois dire qu'il y a une atmosphère que j'ai retrouvée lorsque j'ai lu Trèfle. On sent vraiment la patte qui est imprégnée du studio Clamp et ça ne s'arrête pas au dessin mais ça va plus loin, ça va aussi dans l'univers scénaristique. Je sais pas trop comment expliquer mais bref, on sent qu'ils ont réussi à créer quelque chose de bien spécifique et j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, évidemment, ce qui m'avait attiré au départ, c'est cette édition qui est vraiment très jolie. Vous avez tous les tomes qui sont très bien réussis. En plus de ça, vous avez offert une petite carte. Alors je l'ai fait tomber. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est mignon. Voilà, c'est dans l'esprit de Sakura. Au départ, j'allais vous dire que c'était pour les jeunes filles, mais il y a quand même un gros point négatif qui me dérange dans ce manga. Pardon, mais j'ai un peu du mal avec les maîtres et les maîtresses qui emballent les gosses. Non mais franchement, là pour moi c'est un gros non, pas possible, je n'en veux pas. Quand même, à 2 reprises, on a un maître qui est quand même un peu trop proche d'une élève, il lui offre une bague et tout, il va la voir en cachette dans le parc, enfin... non, juste non, on fait ça à ma gosse mais je te jure t'es en prison direct. Donc ça non, c'est pas possible. Et puis deux autres protagonistes, alors certes c'est une réincarnation le jeune mais il a quand même 8 ans quoi. Donc maîtresse machin, non, laisse-le tranquille maîtresse Mizuki là, on fait pas ça. Ça m'a franchement dérangé. Alors au départ j'ai bien aimé le côté ouvert du manga puisque peu importe que vous soyez un garçon ou une fille tant que l'amour est là, mais par contre peu importe que vous soyez un garçon ou une fille, pardon mais si t'es un adulte et c'est un gosse de putain de 8 ans, c'est pas la peine. En CM2 la gosse, c'est non. C'est non. Voilà, on me casse la tête avec City Hunter qui met la main aux fesses à une adulte et qui se prend une grosse raclée en retour, et là t'as un maître qui va donner une bague de fiançailles à une jeune de 8 ans. Non, c'est juste pas possible, c'est juste pas possible. Donc non, c'est mignon, c'était mignon jusque là, vous voyez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce manga. Je sais pas si un jour je le ferai lire je le laisserai lire à ma gosse parce que pas qu'elle trouve ça normal, vous voyez, ce genre de relation. À la 4e place du classement, Monster. Alors Monster, c'est une intégrale en 9 tomes qui a été écrite par Naoki Urasawa. C'est aux éditions Big Kana, une édition de luxe. Le premier avait été acheté en occasion pour découvrir la série et la suite est très vite arrivée dans notre manga tête parce que c'est vraiment un très bon manga. De quoi ça parle? C'est le docteur Tenma qui est un neurochirurgien, un jeune prodige arrivé en Allemagne puisqu'il est issu du Japon. Il est arrivé en Allemagne pour pouvoir progresser
progresser davantage dans sa carrière, sauf que il se rend compte que travailler à l'hôpital, c'est pas juste être médecin, il faut faire preuve un peu de politique, sauf que en son fort intérieur, il n'arrive pas à y adhérer. Et un jour, il décide, il va à l'encontre de décisions qui a été prise par ses supérieurs hiérarchiques, de sauver un jeune garçon qui était arrivé en même temps qu'une personnalité politique, mais il a préféré sauver le garçon qui était arrivé le premier, sauf que quelques années plus tard, il apprend que le jeune homme qu'il a sauvé est devenu un criminel et il décide alors de l'arrêter. On va donc avoir une course-poursuite au travers de l'Allemagne et en République tchèque et franchement, j'ai pas lâché cette histoire, j'ai dévoré littéralement les 9 tomes, l'enquête est extrêmement bien menée, toutes les parties prenantes ont un rôle important à jouer. Chaque protagoniste est une clé pour solutionner le problème, même si on a l'impression qu'il y a encore plus de brouillard quand il y a une nouvelle personne qui s'ajoute. C'est extrêmement bien réalisé, tout ça sur un fond d'Allemagne des années 80-90, mélangé du folklore de Bohème. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. On a cette atmosphère de l'Allemagne qui récupère un morceau de son pays, qui essaye de sortir des idées communistes. On ressent tout le passif politique, géopolitique de cette époque-là. C'est vraiment très bien réalisé. On a l'impression de faire un saut dans le passé et de vouloir découvrir la vérité aux côtés du docteur Tenma. C'est une excellente enquête avec de nombreux rebondissements, une morale, des valeurs qui s'entrechoquent. Le seul point qui, pour ma part, et là c'est extrêmement subjectif, m'a un peu embêté, je dois dire, c'est le dessin. Alors, on a un dessin qui est très caractérisé, c'est-à-dire que contrairement à des mangas plus classiques où on pourrait confondre un bonhomme par rapport à un autre, là vraiment les persos ils ont des gueules. Mais parfois j'avais l'impression d'avoir des personnages de Disney. Et honnêtement, les hommes blancs de plus de 50 ans, heureusement qu'on peut mettre une mèche d'un côté et de l'autre pour les différencier, parce que là pour le coup c'était tous les mêmes. Ils ont tous la tête de Robin Williams. Et je le jure, des fois j'étais là, mais c'était pas l'autre mec, ah non c'est un autre. Donc ouais, les dessins m'ont un peu embrouillé, je suis pas fan en tout cas de cette patte graphique, donc c'est la raison pour laquelle aussi je le mets pas plus haut dans le classement, parce que oui, hein, là vous voyez je suis très exigeante, hein, il y a quand même du lourd dans ce classement, donc je dois être honnête, c'était une superbe enquête, je vous conseille vraiment la lecture, parce que je suis pas trop enquête moi, hein, c'est pas mon genre préféré, mais là vraiment on vous prend, on vous lâche plus, c'est une superbe histoire. Mais voilà, il y avait quand même cette histoire de dessin qui m'a un petit peu chagrinée. La fin est bien. La fin est bien. Ça laisse place d'ailleurs à un peu de réflexion, d'imagination. En tout cas, moi j'ai compris la même chose qu'Adrien, donc ça c'est bien. Mais moi j'ai apprécié cette fin que je trouvais quand même très réussie. À la 3e place du classement, Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, que j'ai terminé. Alors c'était un peu laborieux à terminer, c'est vrai, mais ça y est, c'est fait et franchement vous avez bien fait de me dire de continuer et de pas lâcher parce que j'ai beaucoup aimé ce dernier arc. Alors de quoi parlent les Chevaliers du Zodiaque? On a la déesse Athéna qui revient sur Terre sous forme de réincarnation parce que des dangers vont à nouveau arriver, et dans cette époque là qui est décrite dans le manga, on va voir des chevaliers de bronze exceptionnels, Seiya, Shun, Shiryu, Yoga et Iki qui vont accompagner Athéna du début à la fin sans jamais la lâcher. Pourquoi je dis ça? Parce que le premier arc, l'arc du sanctuaire, on voit qu'il y a une rébellion parmi la chevalerie, mais en tout cas Seiya est toujours là pour protéger la déesse Athéna. On a un second arc, l'arc de Poséidon, où là eh bien, Athéna va devoir affronter également la réincarnation d'un autre dieu grec, Poséidon. Et puis le dernier arc, c'est l'arc d'Hadès qui est vraiment exceptionnel, où c'est ce dernier, Hadès, qui va être bien entendu son adversaire. Et donc on a tout un tas de combats à mort, des chevaliers qui doivent progresser très vite malgré leur jeune âge, mais qui ont en eux déjà une force et un courage exceptionnel, surtout Seiya bien entendu, qui est le personnage principal de ce shonen. Je l'ai pas dit mais c'est aux éditions Kana, moi j'ai une ancienne version, enfin c'est même pas moi, c'est mon frère qui me l'a prêté, et une nouvelle version de luxe existe également, mais j'ai vraiment beaucoup accroché. Le premier arc du sanctuaire est génial, le deuxième arc de Poséidon c'est une catastrophe, et le troisième arc, mais bon c'est vrai que ça fait bien la transition, le troisième arc d'Hadès lui est vraiment très bien, la fin aussi. Bon bah des combats formidables à la fin, le dessin qui s'améliore également,
On a des détails sur certaines armures qui sont sublimes. Il y a parfois quelques incohérences, en tout cas moi j'ai pas tout compris concernant les scénarios, notamment avec la sœur de Seiya. À un moment donné elle dit ah, mais c'est pas toi ma sœur, mais c'est peut-être toi ma sœur. Je me suis dit mais attends, elle lui a dit que non, elle lui a montré son visage, pourquoi est-ce qu'il dit que c'est elle? Enfin j'ai pas tout compris, si vous pouvez m'éclairer d'ailleurs n'hésitez pas en commentaire. Autre chose aussi concernant les attaques, puisque normalement une attaque ne peut pas fonctionner deux fois, or ils en ont pas 36 hein, des attaques, donc et ça fonctionne plusieurs fois. Enfin quand ça arrange l'auteur ça ne fonctionne pas, quand ça arrange l'auteur ça fonctionne. Donc bon, quelques petites facilités comme ça scénaristiques, pourquoi pas. La déesse Athéna qui sert pas à grand chose. Alors on dit oui mais elle est jeune, elle vient juste d'avoir son pouvoir. Seiya et ses copains ils ont le même âge. Ils sont ultra balèzes donc bon bah elle sert à rien. C'est un petit peu dommage mais bon. En plus des fois elle a des comportements complètement idiots. Elle va pour l'arc de Poséidon, elle va d'elle-même chez son adversaire s'enfermer et se prendre toute la pluie dans la gueule. C'est complètement débile. Là, on est vraiment pas dans la recherche d'un scénario compliqué et ni même très cohérent. Ce qu'on veut, c'est l'intensité des combats, le courage de tous ces chevaliers qui veulent aller au bout de leurs convictions, qui veulent combattre pour leurs propres idéaux, parce que c'est pas seulement pour la paix et la justice, ils ont aussi quelques intérêts personnels. Mais d'ailleurs, entre parenthèses, hein, pour moi, quand même le meilleur des chevaliers, ça reste Shun. Pourquoi? Parce que lui, et je crois que je l'ai dit hein, dans mon marathon manga, mais je pense toujours, s'il a vraiment le cœur pur, parce que Seiya lui il veut retrouver sa sœur, Yoga il veut retrouver sa mère, Shiryu je sais pas quoi, mais j'ai déjà oublié, d'ailleurs c'est Shiryu dont j'ai été le plus déçue, mais Shun lui, il veut vaincre pour faire un orphelinat pour que tous les enfants soient heureux. Franchement, si ça c'est pas avoir un cœur pur, en plus quand il s'est entraîné il était déjà super balèze mais il voulait pas le montrer pour faire de mal à personne. Incroyable, incroyable, il a des chaînes, personne d'autre n'a des armes pour le combat. C'est Shun le best. D'ailleurs c'est lui qui a été choisi. Je ferme la parenthèse pour pas non plus trop spoil. En tout cas, vous voyez comment je suis à fond dans l'histoire. Ça montre bien que j'ai vraiment adoré lire ce manga. 28 tomes, franchement c'est très bien. C'est vrai que là ça suffit, surtout si c'est pour nous refaire un arc moyen, ça sert à rien. Les chevaliers sont tous, franchement ils sont tous super bien. Sauf évidemment, commencer un peu à gratter dans l'imagination pour nous sortir des chevaliers de la grenouille ou enfin qui ressemblaient à rien. Bon d'accord, qui avaient des vraies têtes de méchants. Mais voilà, donc au départ, dessin un peu old school, ça s'améliore beaucoup vers la fin. Le scénario qui est bien avec des petites facilité scénaristique, parfois des petits coups de moins bien, mais au global, je comprends pourquoi est-ce que c'est une œuvre culte et je vous incite à lire Les Chevaliers du Zodiaque parce qu'il y a vraiment des planches de malade. Les attaques qui sont faites, c'est vraiment des attaques cosmiques, vous êtes dans l'espace, enfin c'est un truc de fou. Vraiment là, il y a beaucoup d'imagination. On est dans un rang au-dessus vraiment en matière de baston. C'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose de différent de ce qu'on peut être habitué à voir, donc vraiment super bien, Les Chevaliers du Zodiaque, donc ouais, mérite vraiment cette 3e place. À la seconde place du classement, L'homme qui tua Nobunaga. Je vous en avais déjà parlé hein, de ce titre-là dans la sélection du mois dernier et je maintiens, ce titre est exceptionnel. On va revivre la fin du grand guerrier Nobunaga qui a changé la face du Japon au XVIe siècle parce qu'il a réussi à réunifier le Japon, alors bien sûr dans la violence, hein. En tout cas, il a réussi cet exploit. Toutefois, ses proches ont entraîné sa chute pour des raisons bien spécifiques que l'on découvre dans le manga. Donc vous avez une nouvelle facette de cette histoire qui se conclut par l'incident fameux du Honnoji. Donc c'est vraiment incroyable. J'ai adoré suivre le déroulé de l'histoire, de la vraie histoire avec un grand H, ou en tout cas telle qu'elle nous l'est racontée ici. Hein. C'était fascinant de voir toute la politique, toute la stratégie militaire, tout ce qui a été mis en œuvre pour combattre au final Nobunaga, alors qu'au départ on combattait à ses côtés. C'était formidable de découvrir vraiment dans le détail cette partie de l'histoire et encore une fois, je le répète, ne lisez pas ça pour vous... après une longue journée ou pour essayer de vous détendre parce qu'il faut vraiment être concentré pour le lire. Vous avez beaucoup de noms qui changent en plus au fur et à mesure que les gens grandissent ou changent de clan, donc c'est quand même assez parfois difficile, c'est des noms japonais évidemment, donc il faut pouvoir les intégrer. Vous avez tout un tas de spots hein, comme ça au Japon, tout un tas de châteaux, donc ouais, parfois c'est un peu lourd comme ça, mais ça vaut vraiment la peine de se consacrer, de s'intéresser vraiment, de se poser et de lire ça concentré parce que c'est formidable. Vous voyez, en plus ça c'est l'arrière.
Ah, c'est vraiment génial. On voit les différentes facettes des personnages, on mêle vie privée, vie publique, on voit comment tout ça s'imbrique et tout ce qui ressort pour moi en tout cas de ce manga, c'est que ce fameux Nobunaga, il en est que plus charismatique. C'est incroyable ce qu'il a réussi à faire, à quel point il était intelligent et ça se ressent encore plus dans ce manga. Vraiment, c'était un manga excellent. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez l'histoire du Japon et si vous avez envie vraiment de fouiller davantage dans ce qui s'est passé ou en tout cas d'avoir un éclairage nouveau sur cette période de l'histoire, je vous invite vraiment à lire ce livre. Et même si on sait que c'est les descendants du fameux traître qui ont initié cette histoire, donc forcément c'est leur version, c'est leur sauce à eux, ne l'oubliez pas, ça vous permet quand même de vous plonger dedans et d'essayer un peu de démêler le vrai du faux. Donc c'est un super manga en 8 tomes, c'est parfait, il n'en fallait pas plus, le tout servi par des dessins franchement incroyables. Donc je vous invite vraiment à lire L'homme qui tua Nobunaga. À la première place de ce classement, l'attaque des titans. L'intégrale dans la version colossale qui est proposée par Pika Édition. Et franchement, je trouve que c'est un format qui sied particulièrement à cette œuvre. Vraiment, c'était très bien pensé. Alors c'est lourd, hein, c'est pour ça que je vous montre pas tous les tomes. Parce que vraiment là, alors certes c'est 19,95 €, mais vous en avez pour votre argent. Parce que non seulement l'histoire, mais j'y reviens tout de suite, est formidable. Mais en plus de ça, les dessins vraiment sont incroyables de qualité dans ce format-là. Pourquoi est-ce que je mets l'attaque des titans en première position? Tout simplement parce que c'est incroyable. C'est-à-dire que ce manga, je le connaissais en animé, j'avais suivi, mais bon moi les animés je regarde un peu comme ça de loin, j'écoute d'une oreille, donc j'avais pas tout saisi, mais j'avais déjà bien accroché à l'attaque des titans. Et là je m'étais dit bon ça y est, on a reçu l'intégrale. Adrien a acheté quelques tomes, il en a reçu pour Noël, il faut que je lise quand même cette œuvre-là, que je me plonge dedans, que je comprenne, et mon Dieu, mais pourquoi j'ai pas lu ça plus tôt? C'est juste exceptionnel. De quoi ça parle? On va suivre un peuple qui habite dans un endroit qui est entouré de murs. Et pourquoi des murs? Eh bien ces murs permettent de protéger des titans qui se trouvent à l'extérieur. Les titans sont un réel danger pour les êtres humains puisque ce sont des êtres complètement déraisonnés qui détruisent tout sur leur passage et qui en plus de ça mangent les humains. Donc évidemment on veut éviter ces titans et on est cloîtré derrière ces murs. Il y a 3 murs au total et un jour le mur extérieur est défoncé par un titan, un nouveau titan d'un nouveau type qu'on n'avait jamais vu jusqu'alors, un titan colossal plus un autre qui l'accompagne et qui a une force je vais dire titanesque, mais vous avez compris, hors du commun. Donc une brèche dans le mur, tout un tas de titans arrivent et c'est l'hécatombe. Les gens partent se réfugier à l'intérieur du mur précédent parce que c'est en cercle et donc là commence l'aventure de Eren et de ses deux amis Mikasa et Armin puisque la maman d'Eren eh bien s'est fait manger par un titan et Eren décide de se venger. Pour cela il va s'embrigader dans l'armée et puis va choisir le bataillon d'exploration. C'est le bataillon qui va hors des murs pour découvrir l'extérieur, pour essayer de récupérer aussi les territoires perdus. Et donc on va suivre cette histoire, la vengeance d'Eren, son rôle dans le bataillon d'exploration et dans l'armée et son rôle auprès de cette population tout court. Et franchement là j'ai presque honte du pitch que je suis en train de vous faire parce que c'est tellement plus. Vous avez tellement de choses, c'est une œuvre qui est tellement riche. En plus de ça tout était prévu dès le départ, vous avez un foreshadowing de malade. Mais bien que je le savais, en relisant le manga j'ai quand même été surpris. C'est pour vous dire à quel point c'est une œuvre magistrale. Lisez l'attaque des titans, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est sublime. L'histoire se tient de bout en bout et vous ne vous ennuyez absolument jamais. Il se passe tout le temps quelque chose. Vous avez une vision qui s'élargit de plus en plus et c'est tout sauf manichéen parce que eh bien on arrive au fur et à mesure à se mettre dans la peau des autres et à comprendre que c'est jamais facile, que préserver sa survie, celle des siens, ça demande des sacrifices qui sont quand même des poids lourds à porter. Le rôle de la technologie, de la politique, de la tradition, la vengeance qui engendre la vengeance, de ce que peut faire la violence si on n'en met pas un point final. Et tout ça sur fond de relations, puisque ce sont des êtres qui mènent ces guerres et qui sont attachés, qui ont une vie, qui ont des sentiments comme tout le monde. Et qui sont attachés à leurs camarades, qui font des choses pour leurs camarades, même si ces choses-là ne sont pas forcément justes. Enfin, vraiment, vous avez...
ça nous fait réfléchir, vous avez une morale là-dedans, et c'est pas une morale qui vous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, au contraire c'est plus une morale de tolérance qui est prônée dans ce manga. Les jeunes gens qu'on suit sont tous courageux, ils doivent subir le destin, ils doivent prendre des décisions qui sont loin d'être faciles, on est avec eux, et en même temps on se dit mais moi qu'est-ce que j'aurais fait à leur place, franchement ça aurait été la misère, j'aurais juste envie de me cacher sous mon lit et d'attendre que ça se passe, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont envie de faire mais ils le peuvent pas, ils savent qu'ils peuvent pas ne rien faire, baisser les bras n'est pas possible, c'est pas une option du tout, et c'est vraiment incroyable quand on nous met face comme ça à la difficulté, aux obstacles où on peut pas reculer, on peut pas essayer d'esquiver, vraiment ça vous met dans leur peau, c'est juste fou, c'est fou. Quand j'ai commencé la lecture, je n'ai pas pu m'arrêter, même le soir je lisais jusqu'à pas d'heure. À un moment j'ai arrêté d'ailleurs parce que je commençais à faire des rêves de titan, moi en train de chevaucher dans le bataillon d'exploration, là je dormais très mal. C'est pour vous dire à quel point cette œuvre m'a vraiment touchée, parce qu'elle est exceptionnelle. Du coup j'ai lu Cardcaptor Sakura à la place avant de dormir pour me calmer un peu. Mais vraiment c'est exceptionnel, et j'ai qu'une hâte, c'est de voir les épisodes finaux en animé, parce que bah, j'ai envie de me replonger encore un peu dans cette histoire qui était, wow, c'était vraiment exceptionnel. Je sais pas quoi vous dire d'autre que l'attaque des titans, c'est formidable. Je suis sidérée par la qualité de ce manga, donc il vaut largement la place de numéro 1. Et pourtant, hein, c'est de la guerre, c'est pas des dessins au départ que j'aime particulièrement. Les titans, je les trouve moches. Ça, pour moi, c'est moche. Vous voyez, c'est laid. Mais franchement, c'est exceptionnel. Voilà. C'est tout pour mon top flop, n'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu aurais classé ces 5 mangas, je t'attends, je vais voir ça, je suis vraiment très curieuse. N'hésite pas non plus à t'abonner, on grandit tout doucement tous ensemble, ça fait super plaisir. Et puis bien sûr si tu veux voir mon dernier top flop, bah vas-y, c'est juste après. Salut!